Ma sœur a arraché les lunettes spécialisées du visage de ma fille de 7 ans et les a écrasées sous son pied pour lui apprendre le respect. Ma fille a éclaté en sanglots, criant qu'elle ne voyait rien sans elle. Ensuite, ma sœur a forcé mon enfant malvoyante à nettoyer la même cuisine, encore et encore, sous le regard hilar de la famille. Maman a ajouté, peut-être qu'elle apprendra enfin à faire les choses correctement. Papa a approuvé, affirmant que les enfants aveugles avaient besoin d'une discipline plus stricte. Lorsque ma fille, incapable de voir, a heurté des objets, ma sœur l'a giflée violemment en lui ordonnant d'arrêter d'être maladroite. Mon frère lui a donné des coups de pied dans les jambes, lui hurlant de bouger plus vite. Elle pleurait et trébuchait en essayant de nettoyer pendant qu'ils se moquaient tous d'elle. Je n'ai pas crié ni fait de scandale. J'ai agi. 9 heures plus tard, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Je n'aurais jamais pensé écrire ceci un jour. Même maintenant, mes mains tremblent en me remémorant ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Ma fille, Ruby, a 7 ans et souffre d'une déficience visuelle rare appelée hypoplasie du nerf optique. Sans ses lunettes spécialisées, le monde n'est pour elle que forme floue et ombre. Elle est la lumière la plus brillante de ma vie, et la voir lutter chaque jour avec tant de détermination me brise le cœur tout en le réparant simultanément. Ma famille n'a jamais compris l'état de Ruby. Ils traitaient cela comme de la paresse ou de la manipulation. Ma sœur Vanessa était la pire de tous. Elle avait 2 filles, toutes 2 plus âgées que Ruby, et elle les comparait constamment. Son mari l'avait quittée 8 mois auparavant, depuis, elle était devenue de plus en plus aigrie face à ma réussite. J'avais un bon poste de directrice régionale pour une entreprise pharmaceutique. Mon mari est mort dans un accident de voiture quand Ruby avait 2 ans, mais son assurance vie et ma carrière nous permettaient de vivre confortablement. Vanessa, elle, était retournée vivre chez nos parents après son divorce. Elle travaillait à temps partiel dans une épicerie et dépendait lourdement d'eux pour la garde des enfants et l'argent. Ma mère, Diane, louait constamment les filles de Vanessa tout en lançant des pics subtils sur les limites de Ruby. Mon père, Patrick, était pire à sa manière, croyant que la sévérité pouvait guérir une condition médicale. Mon jeune frère 24 ans, suivait leur exemple, probablement parce qu'il vivait encore à la maison et cherchait leur approbation. L'incident s'est produit un dimanche après-midi. Maman avait insisté pour que j'amène Ruby à un dîner de famille. J'évitais ces rassemblements car ils finissaient toujours par des critiques sur ma façon d'élever ma fille, mais maman m'avait culpabilisé sans relâche, prétendant qu'elle voyait à peine sa seule petite fille venant de moi. J'ai cédé parce qu'une partie de moi espérait toujours qu'il changerait. Ruby aidait à débarrasser la table après le dîner. Elle se déplaçait prudemment, tenant les assiettes à 2 mains et faisant de petits pas. Les filles de Vanessa regardaient la télévision dans le salon pendant que Ruby travaillait. Ma sœur est soudainement apparue dans l'encadrement de la porte entre la cuisine et la salle à manger. Pourquoi est-elle si lente ? La voix de Vanessa a tranché l'air. Mes filles ont fini leur corvée il y a 20 minutes. J'essuyais la vaisselle près de l'évier. Elle fait attention. Elle ne veut rien laisser tomber. Elle joue la comédie avec cette histoire de cécité pour attirer l'attention, a rétorqué Vanessa en s'avançant vers Ruby, qui plaçait des fourchettes dans le panier du lave-vaisselle. Tu n'es même pas si handicapée que ça. Je t'ai vu faire des choses très bien quand tu le veux. Ruby a levé les yeux vers sa tante avec ses grands yeux bruns. Je fais de mon mieux, tante Vanessa. Quelque chose a changé dans l'expression de ma sœur. Avant que je puisse bouger, elle s'est penchée et a arraché les lunettes de Ruby directement de son visage. Ma fille a halté et a instinctivement tendu la main pour les récupérer. Voyons voir à quel point tu es vraiment aveugle. Vanessa tenait les lunettes au-dessus de la tête de Ruby. Rends-lui ça tout de suite. J'ai laissé tomber le torchon et me suis précipitée vers elle. Vanessa m'a regardé avec un sourire tordu, puis a laissé tomber les lunettes de Ruby sur le sol de la cuisine. Les verres spécialisés ont capté la lumière une fraction de seconde. Puis ma sœur a abattu son pied violemment dessus. Le craquement a résonné dans toute la cuisine. Ruby a hurlé, non. Je ne peux pas voir sans elle. Je me suis jetée en avant, mais Vanessa s'est interposée entre nous. Peut-être que cela lui apprendra un peu le respect.
Mes filles n'ont pas droit à un traitement de faveur, et elles ne devraient pas non plus. Ma mère est apparue depuis le salon, attirée par le vacarme. Elle a observé la scène avec ses yeux froids. Que s'est-il passé? Ruby a manqué de respect, a menti Vanessa avec aplomb. Elle avait besoin de discipline. Je me suis agenouillée près de Ruby, qui pleurait si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Je voulais la prendre dans mes bras et partir immédiatement, mais Vanessa bloquait le chemin vers la porte d'entrée. Ma mère se tenait à côté d'elle. En fait, a dit maman lentement, je pense que Ruby devrait finir ses corvées avant que vous ne partiez. Il est important qu'elle apprenne à assumer ses responsabilités jusqu'au bout. Êtes-vous devenue folle? Les mots ont jailli de ma bouche. Elle ne voit rien. Elle voit bien assez, a dit papa en les rejoignant. Il regardait le football dans son fauteuil inclinable. Les enfants de nos jours utilisent n'importe quelle excuse pour ne pas travailler. Quand j'étais jeune, nous avions un voisin avec une mauvaise vue qui se débrouillait très bien sans tout cet équipement spécial. 3 a émergé du couloir, une bière à la main. Ouais, elle simule probablement la moitié de tout ça de toute façon. J'ai essayé de bousculer Vanessa, mais elle m'a saisi le bras assez fort pour me faire un bleu. Où crois-tu aller? Ruby a mis le bazar en aidant avec la vaisselle. Elle doit nettoyer la cuisine correctement maintenant. La cuisine est déjà propre, ai-je dit d'une voix étranglée. Pas assez bien. Vanessa a lâché mon bras et s'est tournée vers Ruby. Commence par essuyer les comptoirs. Chaque centimètre. Ruby pleurait toujours, le visage rouge et couvert de plaques. Elle tendait les mains à l'aveugle, essayant de me trouver. Maman. Vanessa l'a poussée vers l'évier. Arrête de pleurnicher et bouge-toi. Ma fille a trébuché, se rattrapant au bord du comptoir. J'ai voulu l'aider, mais papa m'a barré la route cette fois. Son visage affichait cette expression que je connaissais depuis l'enfance, celle qui disait que discuter ne ferait qu'aggraver les choses. Laisse-la faire elle-même, a-t-il ordonné. Les enfants aveugles ont besoin d'une discipline plus stricte, pas d'être couvés. Je ne m'étais jamais sentie aussi impuissante de toute ma vie. Ruby a tâtonné pour trouver le torchon, ses mouvements incertains sans sa vision. Elle ne pouvait distinguer que de grandes formes et des mouvements en pleine lumière, mais les détails lui étaient impossibles à percevoir. La cuisine devait ressembler pour elle à une aquarelle laissée sous la pluie. Elle a commencé à essuyer la première section du comptoir, déplaçant le chiffon en cercle prudent. Vanessa l'observait, les bras croisés. Au bout d'une minute, ma sœur s'est approchée et a délibérément renversé de l'eau sur la surface. Tu as raté un endroit. Recommence. Les larmes de Ruby tombaient sur le comptoir alors qu'elle essuyait. J'ai essayé d'avancer à nouveau vers elle, mais 3 s'est interposé. Reste en dehors de ça, a-t-il marmonné. Tu l'as bébé trop. Les 15 minutes suivantes furent une torture. Ruby nettoyait une section, et Vanessa y trouvait immédiatement à redire. Parfois, elle la salissait elle-même juste pour obliger Ruby à recommencer. Ma fille se cognait contre les coins des placards et les bords de l'îlot central, désorientée sans ses aides visuelles. Chaque fois, elle laissait échapper un petit cri de douleur. Arrête d'être si maladroite. La main de Vanessa est partie et a frappé la joue de Ruby. La gifle n'était pas assez forte pour la renverser, mais le choc a figé ma fille sur place. Vanessa, ai-je crié, mais maman m'a agrippé l'épaule. La discipline n'est pas de la maltraitance, a dit maman fermement. Parfois, les enfants ont besoin de correction. Peut-être que cela apprendra à Ruby à être plus reconnaissante pour ce qu'elle a. 3 a ri de quelque chose, probablement de la confusion de Ruby alors qu'elle essayait de continuer à nettoyer en pleurant. Puis sa botte est partie et a heurté l'arrière des jambes de Ruby. Bouge plus vite. On n'a pas toute la journée. Ruby s'est effondrée à genoux. Elle sanglotait de manière incontrôlable maintenant, ses petites mains pressées contre ses yeux comme si elle pouvait ramener sa vision par la seule force de sa volonté. Lève-toi, a ordonné papa. Tu n'as pas fini. Je ne me souviens pas avoir pris la décision consciemment. Quelque chose en moi est devenu complètement calme et froid. J'ai arrêté de me battre contre mon frère et mon père. J'ai arrêté de crier après Vanessa et maman.
J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application dictaphone, appuyé sur enregistrer et l'ai glissé dans ma poche. D'accord, ai-je dit doucement. Ruby, ma chérie, fais ce qu'ils disent. Finis juste de nettoyer, d'accord? La tête de ma fille s'est tournée brusquement vers ma voix, la confusion se mêlant à sa détresse. Mais elle a hoché la tête et s'est relevée lentement, cherchant le comptoir à tâtons. Je me suis dirigée vers le coin petit déjeuner et je me suis assise à table comme si je m'installais pour regarder. Ma famille a échangé des regards, surprise par ma soudaine docilité. Pendant l'heure suivante, ils ont fait subir à Ruby des variations de la même tâche. Nettoie les comptoirs. Nettoie-les encore parce que tu as raté des endroits. Maintenant essuie les façades des placards. En fait, retourne au comptoir parce qu'ils ne sont toujours pas parfaits. Ma fille a trébuché et s'est cognée à plusieurs reprises. Vanessa l'a giflé 2 fois de plus. 3 lui a donné un autre coup de pied et lui a fait un croche-pied une autre fois. Maman et papa faisaient des commentaires sur le manque d'éthique de travail et de discipline des enfants d'aujourd'hui. Les filles de ma sœur sont venues à la porte de la cuisine à un moment donné. Elles ont regardé Ruby lutter pendant quelques minutes avant que l'aînée, Nathalie, ne dise « Personne ne va l'aider ». Mêle-toi de tes affaires, a claqué Vanessa à ses propres enfants. Retournez devant la télé. J'ai mémorisé chaque détail. La manucure coûteuse de Vanessa qu'elle s'offrait malgré sa prétendue pauvreté. Les yeux injectés de sang de Troie qui suggéraient que ce n'était pas sa première bière de la journée. Les bottes de travail de papa qu'il utilisait pour repousser le chiffon tombé vers Ruby. Les boucles d'oreilles en perles de maman que je lui avais offertes à Noël dernier, alors qu'elle se tenait là, cautionnant la torture de sa petite fille. Finalement, maman a déclaré la cuisine acceptable. Ruby tremblait et tenait à peine debout. Je me suis approchée et je l'ai prise dans mes bras, même si elle devenait vraiment trop grande pour être portée. Elle a enfoui son visage dans mon cou. « On peut rentrer à la maison maintenant » a-t-elle chuchoté. « Oui, bébé. On part. » Personne n'a essayé de nous arrêter cette fois. Vanessa a même souri alors que nous passions devant elle. Peut-être que la prochaine fois, elle montrera le respect qui convient. Je n'ai pas répondu. J'ai porté Ruby jusqu'à la voiture, je l'ai attachée et j'ai conduit jusqu'à la maison en silence pendant qu'elle pleurait jusqu'à s'endormir sur la banquette arrière. Une fois en sécurité à l'intérieur de notre maison, porte verrouillée, je l'ai bordée dans son lit et je me suis assise au bord du matelas pendant un long moment, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Puis je suis allée dans mon bureau à domicile et j'ai commencé à passer des appels. Il était 18h30 un dimanche, mais j'avais des relations. L'industrie pharmaceutique vous apprend comment fonctionnent les réseaux. J'ai commencé par la fonction vidéo de mon téléphone, transférant l'enregistrement audio sur mon ordinateur portable et sauvegardant plusieurs copies de secours sur le cloud. Mon premier appel a été pour Bradley Morrison, un avocat qui m'avait aidé pour la succession de mon mari. Il n'a pas répondu, alors j'ai laissé un message. Le deuxième appel était pour Véronica, qui travaillait pour les services de protection de l'enfance. Nous nous étions rencontrés lors d'un gala de charité il y a 2 ans et étions restés en contact. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Je lui ai tout raconté. Je lui ai envoyé l'enregistrement audio. Son silence après l'écoute a duré près de 30 secondes. J'ai besoin que tu amènes Ruby demain pour un examen médical et une documentation photographique de toute blessure, a-t-elle finalement dit. J'ouvre un dossier ce soir. C'est, au minimum, une agression sur mineur et une mise en danger d'enfant. L'appel numéro 3 était pour ma cousine Lorraine, journaliste pour le plus grand quotidien de la ville. Elle essayait depuis des mois d'obtenir mon accord pour des interviews sur l'équilibre vie pro-vie perso en tant que mère célibataire. J'avais toujours refusé car je tenais à ma vie privée. Maintenant, j'avais une histoire différente à proposer, comment les familles manquent parfois à leurs devoirs envers les enfants vulnérables. Bradley m'a rappelé à 20h15. Je lui ai fait écouter l'enregistrement tout en lui donnant le contexte. Ses questions étaient précises et cliniques. Après 20 minutes, il a dit. Je dépose une demande d'ordonnance de protection d'urgence dès demain matin. Contre 4. Je veux aussi discuter d'une poursuite civile pour dommages et préjudice moral.
Le fait qu'ils aient détruit un équipement médical nécessaire et l'aient ensuite agressée physiquement alors qu'elle était en situation de handicap place cela dans une catégorie différente. Quoi qu'il en coûte, lui ai-je dit. Mon 4e appel a été pour Jonathan Reed, qui dirigeait le bureau régional où je travaillais. Nous avions développé une bonne relation professionnelle au fil des ans, et il avait rencontré Ruby lors d'événements d'entreprise. J'ai expliqué ce qui s'était passé et demandé des renseignements sur le programme d'aide aux victimes de l'entreprise, que j'avais aidé à mettre en place l'année précédente pour les employés vivant des crises familiales ou des violences domestiques. Prends tout le temps dont tu as besoin, a dit Jonathan immédiatement. Je te mets aussi en relation avec notre équipe juridique. Ils voudront examiner cet enregistrement. Ce qui est arrivé à Ruby pourrait être pertinent pour certains travaux de sensibilisation que nous finançons. J'ai passé 7 autres appels ce soir-là. Chacun a ouvert une nouvelle porte. Mon amie Angela, qui travaillait pour une organisation à but non lucratif soutenant les enfants handicapés, a immédiatement commencé à organiser une pression communautaire. Mon agent d'assurance a confirmé que les lunettes de Ruby étaient couvertes pour un remplacement d'urgence et a lancé la procédure de réclamation. J'ai contacté le service de réponse de l'ophtalmologiste pédiatrique de Ruby, expliquant la situation et demandant un rendez-vous d'urgence. Vers 23 heures, j'ai finalement arrêté. J'avais la gorge irritée à force de parler. J'ai vérifié Ruby, qui dormait toujours d'un sommeil agité, puis je suis retournée à mon bureau. J'ai ouvert mes comptes personnels sur les réseaux sociaux, que j'utilisais rarement, et j'ai commencé à taper. Je n'ai pas partagé l'enregistrement audio publiquement ni mentionné de nom spécifique au début. Au lieu de cela, j'ai écrit une description détaillée de ce qui était arrivé à une jeune enfant handicapée lors d'un rassemblement familial, en me concentrant sur l'échec des adultes à protéger une mineure vulnérable. Le message a été publié à 23h40. À 2h du matin, il avait été partagé 40 fois. À 5h30, plus de 300 partages. Les gens étaient en colère. Les commentaires allaient du soutien à l'indignation, certains exigeant l'identification de la famille impliquée. J'ai dormi 2 heures avant que Ruby ne se réveille. Son visage était enflé d'avoir pleuré et elle avait des bleus sur les bras et les jambes à force de s'être cognée contre les meubles. La marque sur sa joue due à la gifle de Vanessa avait foncé pendant la nuit. J'ai pris des photos avec mon téléphone, puis j'ai appelé la ligne directe de la protection de l'enfance pour signaler moi-même l'incident de la veille, créant ainsi une trace officielle distincte du dossier de Véronica. Bradley m'a envoyé un message à 7 heures avec une nouvelle. L'audience pour l'ordonnance de protection d'urgence était prévue pour 15 heures cet après-midi-là. Nous devions être au tribunal avec Ruby. Le cabinet de l'ophtalmologiste pédiatrique a appelé à 7h30 pour proposer un créneau à 10 heures. J'ai passé le temps entre le réveil et le rendez-vous à tout documenter par écrit tant que les souvenirs étaient frais. Le docteur Peterson a examiné Ruby avec une colère visible qui lui crispait la mâchoire. Elle a pris ses propres photos des ecchymoses et a rédigé un rapport détaillé sur l'impact psychologique d'avoir forcé une enfant malvoyante à effectuer des tâches sans les aides nécessaires. Elle a également noté que les lunettes spécialisées prenaient 3 semaines à fabriquer et coûtaient près de $2000, ce que l'assurance ne couvrait que partiellement. C'est de la maltraitance, a-t-elle dit sans détour. Je dépose mon propre rapport auprès des services sociaux. L'audience pour l'ordonnance de protection s'est déroulée exactement comme Bradley l'avait prédit. Le juge a écouté l'enregistrement audio dans son cabinet avec un greffier présent. Son visage est passé par plusieurs nuances de rouge en écoutant. Il a accordé des ordonnances de restriction temporaire contre les 4 membres de la famille, leur imposant de rester à au moins 150 mètres de Ruby et de moi à tout moment. Les ordonnances resteraient en vigueur jusqu'à ce qu'une audience complète puisse être programmée. Je transmets également cette affaire au bureau du procureur, a ajouté le juge. Ce que j'ai entendu sur cet enregistrement constitue plusieurs infractions pénales. Nous avons quitté le tribunal à 16h30. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer tout au long de l'audience. Les messages des membres de la famille remplissaient ma boîte de réception. Vanessa avait envoyé cette texto allant de la colère à la supplication. Maman avait laissé des messages vocaux insistant sur le fait que je réagissais de manière excessive. Papa a envoyé un seul message, « Tu fais une erreur ». Les messages de 3 n'étaient que des insultes.
Je les ai tous bloqués et je suis rentrée à la maison pour trouver Ruby faisant ses devoirs à la table de la cuisine avec ses lunettes temporaires fournies par le docteur Peterson. Elle n'était pas tout à fait adaptée à sa prescription, mais elle fonctionnait assez bien en attendant l'arrivée des permanentes. Ce soir-là, l'article de Lorraine a été mis en ligne. Elle avait travaillé avec une rapidité incroyable, m'interviewant, examinant la documentation et obtenant des commentaires d'experts en protection de l'enfance. L'histoire ne comportait aucun nom pour des raisons juridiques, mais elle décrivait l'incident en détail. Le site web du journal a temporairement planté en raison du volume de trafic. Mon message sur les réseaux sociaux de la veille a soudainement explosé. Quelqu'un avait fait le lien avec l'article de journal. Les partages ont dépassé les 10 000. Les chaînes d'information locales ont commencé à appeler mon téléphone. J'ai ignoré la plupart d'entre eux mais j'ai accepté une interview télévisée prévue pour la semaine suivante après avoir consulté Bradley. Le 3e jour a amené l'enquête policière. 2 détectives sont venus chez nous pour interroger Ruby et moi séparément. Ils ont été doux avec ma fille mais minutieux dans leur documentation. Ils ont recueilli des copies de toutes mes preuves, y compris l'enregistrement audio, les photographies et les rapports médicaux. L'un d'eux m'a dit officieusement qu'ils avaient eux aussi des enfants et que des cas comme celui-ci les rendaient malades. Les détectives se sont rendus chez mes parents cet après-midi-là pour interroger Vanessa, maman, papa et 3. Je n'étais pas présente, mais l'enquêteur de Bradley suivait l'évolution de la situation. Apparemment, ma famille a essayé de prétendre que l'audio était fabriqué ou sorti de son contexte. Le détective les a informés que l'enregistrement serait envoyé au laboratoire de criminalistique de l'État pour authentification et que les blessures de Ruby correspondaient à la chronologie et à la description des événements. Vanessa a essayé de déposer une contre-plainte, affirmant que j'avais coaché Ruby pour qu'elle mente. Le détective lui aurait répondu que les preuves médicales et l'enregistrement audio rendaient cette défense pour le moins invraisemblable. Au 4e jour, l'histoire avait pris une ampleur régionale. Les médias de 3 États l'ont relayé. Des organisations de défense des droits des personnes handicapées ont publié des déclarations condamnant les membres de la famille impliqués. Mon entreprise a publié un communiqué de presse soutenant son employé et sa fille tout en réaffirmant son engagement envers le bien-être des familles. La situation sur les réseaux sociaux est devenue incontrôlable. Des gens ont retrouvé le profil de Vanessa malgré mes tentatives de garder les noms privés. Des captures d'écran de ses publications se plaignant de son divorce et de ses difficultés financières ont circulé, accompagnées de commentaires sur l'audace d'une personne maltraitant un enfant handicapé de se poser en victime dans sa propre vie. Son employeur, la chaîne d'épicerie, l'a suspendu en attendant sa propre enquête pour déterminer si une employée impliquée dans de la maltraitance infantile représentait les valeurs de leur marque. 3 a perdu son emploi de chauffeur-livreur lorsque son employeur a découvert l'ordonnance de restriction et les accusations criminelles en cours. Apparemment, avoir plusieurs accusations d'agression le rendait non assurable pour un véhicule de société. Maman et papa ont fait face à des réactions négatives de leur communauté religieuse après que quelqu'un a envoyé au pasteur un lien vers la couverture médiatique. Je n'éprouvais aucune satisfaction à tout cela. Je me sentais surtout engourdie, agissant par automatisme tout en essayant d'aider Ruby à gérer son traumatisme. Elle faisait des cauchemars où elle ne pouvait pas voir et où des gens la frappaient. Nous avons commencé une thérapie 2 fois par semaine avec un psychologue pour enfants spécialisé dans le rétablissement après un traumatisme. Le bureau du procureur a déposé des accusations le 6e jour. Vanessa faisait face à des chefs d'agression sur mineurs, mise en danger d'enfants et destruction d'équipements médicaux nécessaires. 3 a été inculpé pour agression. Maman et papa ont été inculpés pour non-assistance et mise en danger d'enfants pour leur rôle en permettant et en encourageant la maltraitance. Bradley a déposé la plainte civile le 8e jour. Nous demandions des dommages et intérêts pour les frais médicaux de Ruby, les coûts de thérapie, les lunettes détruites et le préjudice moral. Le montant ne m'importait pas pour l'argent. Il s'agissait d'établir un dossier juridique permanent prouvant que ce qu'ils avaient fait était impardonnable et coûteux. Lorraine a écrit un article de suivi sur la question plus large de la discrimination liée au handicap au sein des familles.
Elle a interviewé des experts sur la façon dont les enfants handicapés font souvent face à des taux plus élevés de maltraitance de la part de parents qui considèrent leur état comme un fardeau ou un défaut de caractère plutôt que comme une réalité médicale. L'article mentionnait le cas de Ruby comme exemple récent, mais s'étendait à une analyse systémique. Le 9e jour a apporté le développement le plus inattendu. L'ex-mari de Vanessa a pris contact par l'intermédiaire de son avocat. Il avait vu la couverture médiatique et voulait demander la garde complète de ses filles, citant des inquiétudes quant à leur sécurité sous la garde de Vanessa. Il a fourni des preuves qu'elle prenait des décisions de plus en plus erratiques depuis le divorce et qu'il documentait des comportements inquiétants. Son timing était certainement opportuniste, mais je ne pouvais pas contester son inquiétude. Nathalie avait essayé de questionner ce qui arrivait à Ruby pendant l'incident. Les 2 filles avaient été forcées d'être témoins de la cruauté de leur mère. Cela les affecterait aussi. L'audience pour l'ordonnance de protection complète a eu lieu le 12e jour. Les 4 membres de la famille se sont présentés avec des avocats. Je me suis assise dans la salle d'audience avec Bradley tandis que Ruby restait à la maison avec une baby-sitter de confiance. Le juge a examiné toutes les preuves, entendu les témoignages des officiers de police intervenants et de l'enquêteur de la protection de l'enfance, et écouté les arguments des 2 parties. Les avocats de ma famille ont essayé diverses stratégies. Ils ont invoqué des différences culturelles dans les approches disciplinaires. Le juge a immédiatement rejeté cela, notant que détruire un équipement médical et frapper physiquement un enfant handicapé n'était pas une pratique culturelle. Ils ont suggéré que j'aliénais Ruby de sa famille élargie. Bradley a produit des messages que j'avais sauvegardés montrant que j'essayais à plusieurs reprises de faciliter les relations malgré leur traitement de ma fille. Le juge a rendu les ordonnances de restriction permanente, 150 mètres à tout moment. Aucun contact par des tiers. Aucune tentative de contact via les réseaux sociaux ou toute autre plateforme. Toute violation entraînerait une arrestation immédiate et des accusations d'outrage au tribunal. Je trouve les preuves dans cette affaire profondément troublante, a déclaré le juge. L'enregistrement parle de lui-même. La documentation médicale corrobore chaque aspect de l'incident. La conduite des accusés était cruelle, dangereuse et totalement indéfendable. Cette ordonnance restera en vigueur indéfiniment. En sortant de cette salle d'audience, j'ai senti quelque chose changer, peut-être du soulagement, peut-être juste de l'épuisement. Bradley m'a serré l'épaule et a dit que nous avions bien fait. Les procès pénaux ont été programmés au cours des mois suivants. Vanessa est passée en premier car ses charges étaient les plus graves. Le procureur a diffusé l'enregistrement audio en audience publique. Plusieurs jurés ont visiblement réagi en entendant Ruby pleurer et Vanessa la gifler. Lorsque la voix de Vanessa est sortie des haut-parleurs, disant « Peut-être que cela lui apprendra un peu le respect », juste après avoir détruit les lunettes, une jurée avait l'air de vouloir enjamber la barrière. Le procès a duré 3 jours. L'avocat de Vanessa a tenté de plaider que la discipline était allée trop loin dans le feu de l'action, mais que ses intentions n'étaient pas malveillantes. Le procureur a détruit cet argument en soulignant la nature systématique de la maltraitance, la durée d'1 heure et les coups répétés de Vanessa. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamnée à 18 mois de prison ferme plus 3 ans de mise à l'épreuve. Elle devrait également suivre des cours de parentalité et de gestion de la colère, bien que l'affaire de garde de son ex-mari signifie qu'elle n'élèverait probablement plus Nathalie et sa sœur de sitôt. 3 a accepté un accord de plaidoyer après avoir vu le sort de Vanessa. Il a plaidé coupable d'agression et a obtenu 6 mois de prison plus une mise à l'épreuve. Maman et papa ont également accepté un accord, recevant une mise à l'épreuve, des travaux d'intérêt général et une obligation de suivi psychologique. Le procureur voulait de la prison pour eux aussi, mais leur âge et l'absence de casier judiciaire ont joué en leur faveur sur le plan légal, sinon moral. L'affaire civile s'est réglée à l'amiable 3 mois après le début de toute l'histoire. L'assurance habitation de ma famille et leurs biens personnels combinés ont permis de payer un règlement important qui financerait la thérapie de Ruby, ses besoins médicaux et ses futures dépenses éducatives. Bradley s'est assuré que l'accord de règlement incluait des clauses reconnaissant leurs torts et leur interdisant de faire toute déclaration publique niant ou minimisant ce qui s'était passé. J'ai placé la majeure partie de l'argent dans un trust pour Ruby.
Une partie est allée à des organisations de défense des droits des handicapés. Une autre partie a couvert nos frais juridiques et la thérapie dont nous avions toutes deux besoin. Les nouvelles lunettes de Ruby sont arrivées 4 semaines après l'incident. Elle a pleuré de joie quand elle les a mises et a pu voir clairement à nouveau. Nous avons fêté ça avec de la glace et son film préféré. De petits moments comme celui-là signifiaient tout. Les cauchemars ont continué pendant des mois, mais sont devenus progressivement moins fréquents. Son thérapeute a dit qu'elle faisait des progrès remarquables. Nous avons développé de nouvelles routines et stratégies d'adaptation. Ruby a rejoint un groupe de soutien pour enfants malvoyants, ce qui l'a aidé à entrer en contact avec d'autres enfants qui comprenaient son vécu. Mon lieu de travail est resté d'un grand soutien tout au long de l'épreuve. Jonathan m'a dit que la direction de l'entreprise avait examiné le programme de sensibilisation que j'avais aidé à créer et décidé de l'étendre en se basant sur son bon fonctionnement pendant ma crise. Ils m'ont offert une promotion au poste de directrice nationale, que j'ai acceptée. L'augmentation signifiait que je pouvais offrir des services de soutien encore meilleurs à Ruby. Vanessa a envoyé une lettre depuis la prison 6 mois après sa condamnation. Son avocat l'a transmise à Bradley, qui m'a demandé si je voulais la lire. J'ai d'abord dit non, puis j'ai changé d'avis quelques jours plus tard. La lettre était principalement un apitoiement sur elle-même, prétendant qu'elle avait été sous pression à cause de son divorce et qu'elle n'avait pas réalisé à quel point l'état de Ruby était grave. Elle disait espérer que je pourrais lui pardonner un jour. Je n'ai pas répondu. Le pardon n'était pas quelque chose que j'avais en réserve pour quelqu'un qui avait torturé mon enfant. Peut-être que cela faisait de moi quelqu'un de dur ou d'impitoyable. Je m'en fichais éperdument. Maman a essayé de reprendre contact par l'intermédiaire de Paula, sa sœur, qui n'était pas présente lors de l'incident. Paula a appelé, demandant si nous pouvions organiser des visites supervisées avec mes parents car leur petite fille leur manquait. J'ai dit à Paula que Ruby avait une thérapie prévue pendant la majeure partie de son temps libre et que nous reviendrions sur la question quand elle serait plus âgée et pourrait prendre ses propres décisions éclairées. Paula a insisté, disant que la famille était importante et que les gens faisaient des erreurs. Je lui ai rappelé en quoi consistaient ces erreurs et j'ai mis fin à la conversation. Paula a envoyé quelques autres messages le mois suivant avant d'apparemment abandonner. Papa a eu une alerte de santé vers le 8e mois. Des problèmes cardiaques. Paula a appelé pour me le dire, ajoutant que le stress de la situation juridique avait contribué à son état. J'ai ressenti une lueur de quelque chose qui aurait pu être de l'inquiétude s'il n'avait pas dit que les enfants aveugles avaient besoin d'une discipline plus stricte pendant que Ruby pleurait sur le sol de la cuisine. J'ai envoyé des fleurs à l'hôpital avec une carte lui souhaitant un bon rétablissement. Je ne suis pas allée le voir. Ruby m'a demandé si grand-père était malade et j'ai confirmé qu'il l'était, mais que les médecins s'occupaient de lui. Elle a demandé si nous devrions lui rendre visite. Je lui ai dit que nous pourrions y penser quand elle serait plus âgée si elle le voulait. Elle a hoché la tête et est retournée à ses devoirs. Les séances de thérapie m'ont aidé à comprendre mes propres réactions. J'avais passé des années à essayer de maintenir des relations familiales tout en protégeant Ruby de leur pire comportement. J'avais fait des compromis, trouvé des excuses et espéré qu'ils changeraient. L'incident avait brûlé toutes les illusions restantes sur qui ils étaient vraiment lorsqu'on les poussait à bout. Mon thérapeute m'a demandé si je me sentais coupable des conséquences qu'ils subissaient. J'y ai réfléchi attentivement avant de répondre. Non, ai-je finalement dit. Je me sens coupable d'avoir soumis Ruby à eux aussi longtemps. 1 an après, une fois que tout fut passé avec une vitesse surprenante, Ruby a eu 8 ans. Sa vision ne s'était pas améliorée, mais sa confiance en elle avait énormément grandi. Elle défendait ses intérêts à l'école et éduquait les autres enfants sur sa condition. Son institutrice m'a dit que Ruby avait fait une présentation sur la déficience visuelle qui avait ému plusieurs élèves aux larmes. J'ai recommencé à sortir prudemment. Un homme nommé Marcus, qui travaillait dans l'administration hospitalière. Il a rencontré Ruby lors de notre 4e rendez-vous et a géré son handicap avec un respect si naturel que j'ai failli pleurer. Quand elle lui a montré ses lunettes et expliqué comment elles fonctionnaient, il a écouté attentivement et posé des questions réfléchies. Mon oncle avait des problèmes de vue, lui a-t-il dit. Il avait l'habitude de dire que la vue n'est qu'une façon parmi d'autres de comprendre le monde.
C'était la personne la plus intelligente que je connaisse. Ruby lui a souri de toutes ses dents. Vanessa a été libérée de prison après avoir purgé 14 mois pour bonne conduite. Je ne l'ai su que parce que Paula l'a mentionné lors d'une de ses tentatives périodiques de contact. Vanessa a déménagé dans une autre ville à 3 heures de route, censée recommencer à zéro. Son ex-mari avait la garde complète de leur fille, Vanessa bénéficiant de droits de visite supervisés qu'elle devait demander à faire modifier. Je n'ai pas dépensé d'énergie mentale à suivre ses déplacements ou sa situation. Elle avait fait des choix, affronté les conséquences, et devait maintenant construire la vie qui suivrait. C'était son problème, pas le mien. 3 a apparemment emménagé chez des amis et enchaîné les petits boulots. Maman et papa ont vendu leur maison parce que l'entretenir devenait trop difficile avec les problèmes de santé de papa et leurs frais juridiques. Ils ont déménagé dans un endroit plus petit à l'autre bout de la ville. J'entendais ces mises à jour par Paula et ne ressentais rien d'autre qu'un léger désintérêt. Ruby posait parfois des questions sur eux, mais jamais avec urgence. Son thérapeute a dit que c'était sain, qu'elle traitait le traumatisme à son propre rythme et qu'elle s'engagerait dans ses relations si et quand elle se sentirait prête. Peut-être que ce serait jamais. Peut-être que ce serait un jour lointain dans le futur. L'un ou l'autre résultat était acceptable tant que Ruby faisait le choix elle-même. La couverture médiatique s'était en grande partie apaisée au cours de la 2e année, bien qu'on me reconnaisse encore occasionnellement en public. Une fois, quelqu'un à l'épicerie s'est approché de moi pour me dire que mon histoire l'avait inspiré à signaler la maltraitance de sa propre mère envers son fils autiste. Elle m'a remercié en larmes. J'ai serré cet inconnu dans mes bras et lui ai dit qu'elle était courageuse. Cela arrivait plus souvent que je ne l'aurais cru. Des gens partageant leurs propres histoires de membres de la famille qui avaient failli à leur devoir de protection ou activement nui à des enfants handicapés. L'isolement que beaucoup d'entre eux ressentaient avant de réaliser que d'autres avaient vécu des expériences similaires. Certains disaient que lire le cas de Ruby leur avait donné les mots pour décrire leur propre situation. Lorraine a écrit un livre sur la dysfonction familiale et la discrimination liée au handicap. Elle a consacré un chapitre à l'histoire de Ruby avec notre permission, gardant les détails identifiables au minimum, mais explorant les thèmes plus larges. Le livre est devenu une lecture obligatoire dans plusieurs programmes de travail social. Bradley et moi sommes restés en contact professionnellement. Il est devenu une sorte de spécialiste des affaires impliquant des enfants handicapés. Après que le cas de Ruby a accru sa notoriété, il appelait périodiquement pour consulter sur des stratégies juridiques ou simplement prendre de nos nouvelles. « Tu as changé les choses », m'a-t-il dit lors d'un de ses appels. Le bureau du procureur m'a dit qu'ils avaient poursuivi 4 cas similaires l'année dernière qu'ils auraient probablement classés sans suite auparavant. Ta volonté de te battre publiquement a fait la différence. J'appréciais le sentiment, mais je me concentrais surtout sur l'échelle plus petite. Ruby s'épanouissait. Elle avait commencé à apprendre le piano avec un professeur spécialisé dans le travail avec les élèves malvoyants. Ses notes restaient excellentes. Elle avait des amis qui l'appréciaient pour elle-même et ne traitaient jamais sa condition comme une limitation. Marcus m'a demandé en mariage le jour du 9e anniversaire de Ruby. Nous sortions ensemble depuis plus d'1 an à ce moment-là, et il s'était intégré dans nos vies en douceur. Ruby l'adorait. Quand il lui a demandé sa permission avant de me faire sa demande, elle lui aurait dit « Tu as intérêt à être gentil avec ma mère ou tu auras affaire à moi. » Nous avons prévu un petit mariage pour le printemps suivant. Ruby serait la demoiselle d'honneur. La famille de Marcus nous a accueillis chaleureusement, et sa sœur, qui était enseignante en éducation spécialisée, s'est immédiatement liée avec Ruby autour de discussions sur les outils d'apprentissage accessibles. Planifier le mariage signifiait décider qui inviter. Marcus a demandé prudemment si je voulais envoyer des invitations à mes parents ou à mes frères et sœurs. J'y ai réfléchi brièvement avant de refuser. Certains ponts sont complètement brûlés, et essayer de les reconstruire ne crée que des dangers. Paula a appelé quand elle a découvert les fiançailles d'une manière ou d'une autre. Elle m'a félicité puis a enchaîné en demandant si cela signifiait que je reconsidérerais le fait de permettre à mes parents de revenir dans nos vies pour les grands événements familiaux. Ils vieillissent, a dit Paula. Ta mère pleure de ne pas voir Ruby grandir. La santé de ton père n'est pas bonne. À un moment donné, tu dois pardonner. Non,
ai-je dit simplement. Je n'ai pas à pardonner. Ils ont torturé ma fille et ont subi des conséquences minimes. Ils ont de la chance que je ne travaille pas activement à rendre leur vie pire. C'est dur, a protesté Paula. Faire écouter l'enregistrement d'une enfant de 7 ans se faisant gifler et frapper à coups de pied tout en pleurant qu'elle ne voit rien, c'est dur, ai-je rétorqué. Mes limites sont raisonnables en comparaison. Paula a cessé d'appeler après cette conversation. Le mariage était magnifique. Ruby a descendu l'allée la tête haute, portant un bouquet assorti au mien. Marcus a pleuré pendant ses vœux. Moi aussi. Nous sommes partis en lune de miel en Californie dans des lieux spécifiquement choisis pour leur accessibilité, et Ruby est venue avec nous parce que la laisser semblait incorrecte. La vie a avancé comme elle le fait toujours. Ruby a eu 10 ans, puis 11. Sa déficience visuelle est restée stable, ni amélioration ni détérioration. Elle parlait de devenir avocate un jour pour aider les enfants comme elle. Marcus et moi avons acheté une plus grande maison avec de la place pour l'indépendance grandissante de Ruby et nos potentiels futurs enfants ensemble. J'ai reçu un message de Vanessa le jour du 12e anniversaire de Ruby. Elle avait obtenu mon adresse email d'une manière ou d'une autre. Le message était long et décousu, plein d'excuses et d'explications. Elle prétendait avoir suivi une thérapie et comprendre maintenant à quel point elle avait eu tort. Elle demandait s'il y avait une possibilité de réconciliation, même un contact minimal, parce qu'elle voulait que Ruby sache que sa tante l'aimait malgré tout. J'ai sauvegardé l'email dans un dossier marqué « Dossier », au cas où son contact violerait les conditions de sa mise à l'épreuve, puis je n'ai jamais répondu. L'amour ne détruit pas l'équipement médical nécessaire d'un enfant pour ensuite forcer cet enfant à travailler sans pouvoir voir. Quoi que Vanessa ressente, ce n'était pas de l'amour sous aucune forme que je reconnaisse. Ruby a découvert l'existence de l'email d'une manière ou d'une autre. Elle avait 12 ans maintenant, assez âgée pour comprendre plus que je ne lui en donnais parfois le crédit. Elle m'a demandé directement ce qu'il disait. Je lui ai dit honnêtement, ta tante s'est excusée et a demandé si nous pouvions avoir un contact avec elle. Ruby a réfléchi à cela calmement. Puis elle a demandé, est-ce que tu le veux? Non, ai-je répondu. Mais tu es assez grande pour avoir des opinions sur tes propres relations. Si tu voulais un contact supervisé un jour, nous pourrions en discuter avec ton thérapeute. Elle a secoué la tête fermement. Je ne veux voir aucun d'entre eux. C'est d'accord? Tout à fait d'accord, l'ai-je assuré. Tu n'es jamais obligé de voir quelqu'un qui t'a fait du mal. Bien, a-t-elle dit. Puis elle est retournée à la lecture de son livre en braille, une compétence qu'elle apprenait en parallèle de la lecture normale pour se donner plus d'options. Les années ont passé. Ruby a obtenu son brevet des collèges avec les félicitations. Elle a rejoint l'équipe de débat au lycée et a dominé les compétitions. Sa déficience visuelle est devenue simplement une caractéristique parmi d'autres plutôt que son trait distinctif. Elle est sortie avec un garçon pendant quelques mois, a rompu avec lui à l'amiable et est rentrée à la maison en pleurant non pas parce qu'il avait été cruel, mais parce que les ruptures font mal même quand elles sont mutuelles. Marcus et moi avons eu un fils quand Ruby avait 14 ans. Elle avait eu peur d'être remplacée, mais est tombée complètement amoureuse de son petit frère quelques minutes après l'avoir rencontré. Elle lui lisait des histoires en braille, ses doigts bougeant sur les pages pendant qu'il gazouillait et attrapait le papier. « Tu vas être le petit frère le plus cool », lui a-t-elle dit sérieusement. « Et je vais m'assurer que personne ne soit jamais méchant avec toi pour quoi que ce soit. » Je la regardais avec lui et sentais mon cœur se serrer physiquement d'amour pour eux deux. Papa est mort quand Ruby avait 16 ans. Paula a appelé pour m'informer et m'a demandé si nous assisterions aux funérailles. J'ai dit que j'y réfléchirais. Ruby a entendu et a demandé ce que j'avais décidé. Je ne sais pas encore, ai-je admis. Une partie de moi pense que je devrais y aller pour tourner la page. Une partie de moi pense qu'il ne mérite pas ma présence. Il était méchant quand j'étais petite, a dit Ruby lentement. Je ne me souviens pas de tout clairement, mais je me souviens d'avoir eu peur près de lui. Je ne pense pas que tu lui doives quoi que ce soit. Nous n'avons pas assisté aux funérailles. J'ai envoyé un arrangement floral modeste et une carte exprimant mes condoléances à ma mère. Cela semblait suffisant. Maman a pris contact directement un mois plus tard.
Sa lettre est arrivée par la poste, manuscrite sur du beau papier à lettres. Elle écrivait sur la perte de papa et le fait de faire face à ces dernières années seule. Elle reconnaissait avoir fait de terribles erreurs avec Ruby. Elle demandait s'il y avait une chance de pardon et de réparation de la relation avant qu'elle ne manque de temps. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai montrée à Ruby, maintenant âgée de 16 ans et capable de traiter ses complexités. Qu'en penses-tu, lui ai-je demandé. Ruby lisait lentement, son doigt suivant les lignes. Quand elle a fini, elle a posé la lettre et m'a regardé avec ses yeux bruns qui avaient vu bien plus de douleur qu'aucun enfant ne devrait en connaître. Je pense qu'elle est seule et qu'elle a peur, a dit Ruby. Je pense que peut-être qu'elle est vraiment désolée. Mais je pense aussi que « désolée » ne répare pas ce qui s'est passé. Et je ne veux pas dépenser mon énergie à la faire se sentir mieux à propos des choix qu'elle a faits. C'est très mature, lui ai-je dit. Le docteur Peterson dit que la maturité, c'est savoir qu'on n'est pas obligé de tout réparer ou de réparer tout le monde, a répondu Ruby avec un léger sourire. Et puis, j'ai des candidatures universitaires à préparer et la compétition de robotique le mois prochain. Je n'ai pas le temps pour des drames familiaux compliqués. J'ai répondu à maman. La réponse était brève et polie. J'ai accusé réception de sa lettre et de ses regrets exprimés. J'ai expliqué que Ruby s'épanouissait et construisait une vie heureuse. Je lui ai souhaité bonne chance pour ses années restantes, mais j'ai refusé de poursuivre un nouveau contact. La limite était ferme mais pas cruelle. Maman a répondu une fois de plus pour essayer de négocier. Pourrions-nous nous rencontrer pour un café? Pourrait-elle envoyer des cartes d'anniversaire à Ruby? Pourrions-nous au moins échanger des emails occasionnels? Je n'ai pas répondu à la deuxième lettre. Parfois, le silence communiquait plus efficacement que les mots. Ruby a été acceptée dans 5 universités. Elle a choisi celle avec les meilleurs services pour handicapés et le meilleur programme de robotique. Nous avons visité le campus ensemble durant sa dernière année de lycée. La regarder naviguer avec confiance avec son chien d'assistance, qu'elle avait eu à 15 ans, m'a rempli d'une fierté débordante. Tu as assuré, maman, a-t-elle dit alors que nous traversions la cour, pour m'élever, je veux dire. Faire en sorte que je sois en sécurité et soutenue. Je sais que ce n'était pas facile. Tu as rendu les choses faciles, lui ai-je dit honnêtement. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Même en considérant toutes les lunettes que j'ai passées avant cet incident? Elle m'a souri, assez sûre d'elle maintenant pour plaisanter à ce sujet occasionnellement. Même en considérant cela, ai-je confirmé. Elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec les honneurs et de multiples offres de bourse. Lors de la cérémonie, elle a prononcé un bref discours en tant que major de promotion. Elle a parlé de surmonter les défis et de l'importance des gens qui croient en vous. Elle n'a pas mentionné l'incident spécifiquement, mais quiconque connaissait notre histoire comprenait le sous-texte. Marcus et moi l'avons aidé à emménager dans sa chambre universitaire cet automne-là. Notre fils, maintenant âgé de 4 ans, a pleuré parce que sa grande sœur partait. Ruby s'est agenouillée et l'a serré fort dans ses bras. Je reviens pour Thanksgiving, a-t-elle promis. Et on peut s'appeler en vidéo chaque semaine. Tu ne remarqueras même pas que je suis partie. Si, je le remarquerai, a-t-il sangloté. D'accord, tu le remarqueras, a-t-elle corrigé. Mais ça veut juste dire que tu m'aimes. C'est une bonne chose. En rentrant de l'université en voiture, Marcus a tendu la main et a serré la mienne. Tu as élevé une humaine incroyable. Nous l'avons fait, ai-je corrigé. Tu as fait la partie difficile en premier, a-t-il dit. Tu l'as protégée quand elle avait besoin d'être protégée et tu lui as appris à être forte. J'ai juste soutenu ce que tu avais déjà construit. Peut-être qu'il avait raison. J'avais fait le choix ce soir-là dans la cuisine de mes parents d'arrêter d'accepter leur cruauté comme un conflit familial normal. J'avais choisi de brûler ces ponts complètement plutôt que de continuer à soumettre Ruby à des gens qui ne l'estimeraient jamais à sa juste valeur. Certaines personnes pensaient probablement que j'étais vindicative ou rancunière. Paula le pensait certainement, d'après les commentaires pointus occasionnels qui filtraient à travers des connaissances communes. Peut-être qu'ils avaient raison selon certains critères. J'avais utilisé toutes les ressources disponibles pour m'assurer que ma famille subisse les conséquences.
J'avais partagé notre histoire publiquement et laissé des étrangers disséquer ma douleur personnelle. Mais Ruby s'épanouissait. Elle était confiante, brillante et entourée de gens qui la traitaient avec respect et amour. Elle n'avait jamais intériorisé la cruauté de sa famille comme une vérité sur sa valeur. Elle savait qu'elle était appréciée exactement telle qu'elle était. C'était le seul critère qui comptait. Ruby m'a appelé de sa chambre universitaire sa première semaine là-bas. Elle avait l'air heureuse et excitée, me parlant de ses cours et de ses nouveaux amis. En discutant, j'ai pensé à cette nuit dans la cuisine, la pire nuit de nos 2 vies. J'ai pensé aux 9 heures qui ont suivi, où j'avais méthodiquement monté le dossier qui la protégerait pour toujours. Je referais tout cela sans la moindre hésitation. Chaque coup de téléphone, chaque dépôt de plainte, chaque exposition publique de la dysfonction familiale privée. Ma fille était en sécurité et florissante.